sur les politiques publiques. Alors je vais présenter d'abord les différents intervenants. Je suis là juste pour animer et éventuellement poser des questions. Donc Jean Beltier de l'ADAMI. Ensuite, nous avons Yann Nicolas du département des études et de la prospective du ministère de la Culture. Et ensuite Isabelle Riquepuche qui, elle, vient du ministère des Affaires étrangères. Voilà, alors je suis désolée, j'ai pas pu malheureusement assister au premier débat qu'il y a eu hier et c'était un peu dommage parce qu'on a toujours envie de rebondir sur ce qui a pu se dire. En tous les cas, notre session d'aujourd'hui, de ce matin, est consacrée aux politiques publiques et je dirais que ça tombe on ne peut mieux puisque, comme tout le monde le sait, outre le Festival de Cannes, et surtout, il y a eu la remise du rapport de Pierre Lescure au président de la République et à la ministre de la Culture. Et ce rapport entend poser les jalons, et même plus précisément, on proposé même 80 mesures qui sont destinées à refaire vivre l'exception culturelle. On a évoqué l'idée d'un acte 2 de l'exception culturelle à l'ère du numérique. Donc on aura largement l'occasion d'en discuter. Peut-être faut-il un instant revenir quand même aux fondamentaux pour rappeler qu'il y a quand même, du point de vue des économistes, quelques bonnes raisons d'intervenir en faveur de la culture, même si la question de la boîte à outils, puisqu'on est dans l'ordre des politiques publiques et présidentielles, la boîte à outils peut être ensuite discutée, revisitée au fil du temps et compte tenu justement des évolutions, notamment technologiques, mais je dirais aussi des évolutions du rapport à la culture, à la langue, à l'accès qui change. Voilà, alors le rapport Lescure rappelle que la politique culturelle est une évidence. Je dirais que c'est une évidence qui n'a pas tout d'évident et qui pose quand même un certain nombre de questions, et notamment parce que je crois en France, ce rapport aux politiques culturelles repose entre autres sur une confusion entre deux catégories qui ne sont pas tout à fait les mêmes, la catégorie d'exception culturelle et celle d'exception économique culturelle. Et souvent on traduit l'exception culturelle par le fait qu'il faut intervenir en faveur de la culture avec un certain nombre de présupposés. Mais je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose et je m'en explique. Exception culturelle, ça renvoie au caractère culturel, justement, des biens culturels, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas tout à fait comme les autres, parce qu'ils ont des externalités, non seulement d'éducation, mais intergénérationnelles, etc. L'exception économique, elle a plusieurs dimensions, dont celle que je viens de dire, mais pas seulement celle-là. Elle fait référence à une forme de caractère anti-économique, éventuellement, de certains biens culturels, et donc elle théorise la dépendance. C'est la loi de Baumol dans le domaine du spectacle vivant qui a pu être aussi déclinée pour les industries culturelles, en tous les cas les industries de l'audiovisuel. Elle théorise aussi d'autres éléments, et notamment la nécessité, supposée ou avérée, de protéger la culture de la concurrence. Et de deux formes de concurrence, me semble-t-il. Premièrement, je dirais la concurrence à l'intérieur du champ culturel. Prenez par exemple l'idée de la chronologie des médias. C'est bien que les biens culturels peuvent se faire concurrence et qu'il conviendrait d'organiser cette concurrence de telle manière à ce que les uns ne cannibalisent pas le marché des autres. Donc on est dans une logique de concurrence interne qu'il s'agit de réguler. Et là-dessus, d'ailleurs, Lescure fait un certain nombre de propositions. Et puis, la deuxième concurrence, c'est la concurrence, je dirais, externe, c'est-à-dire entre la culture et des industries qui ne sont pas nécessairement culturelles et qui arrivent dans le champ culturel. Prenez par exemple tous les débats sur la concurrence qui est faite par Amazon aux librairies. Et ces débats sont extrêmement intéressants parce que Amazon n'est pas une entreprise culturelle. Amazon vend des livres, mais vend toutes sortes d'autres choses, des jouets, etc., comme chacun sait. Et cette concurrence avec d'autres secteurs, évidemment, elle est largement amplifiée. Enfin, ça peut être aussi la concurrence d'ailleurs avec les parts d'attraction. Hein. Mais alors cette concurrence donc, avec d'autres secteurs est largement amplifiée par le numérique, avec toutes les questions afférentes, c'est-à-dire les questions
de fiscalité, de nomadisme fiscal de certaines entreprises du numérique, la question des droits de propriété intellectuelle, sur laquelle j'imagine que vous allez revenir, Monsieur Pelletier peut-être, et toutes sortes d'autres questions, celle de la diversité culturelle à l'ère du numérique. Est-ce que le numérique sert la diversité ou au contraire accentue les phénomènes de concentration à la fois de l'offre et de la demande? Donc voilà, toute une série de questions. Je vais m'arrêter parce que, comme je vous ai dit, je suis juste là pour animer. Et donc je vais peut-être proposer à Jean Pelletier de s'exprimer en premier, parce que la première question qui est posée à l'ère du numérique pour les industries culturelles, c'est sans doute celle des auteurs, de la rémunération des auteurs et de la politique publique par rapport à cela. Bonjour. En effet, notre rencontre tombera à point nommé, puisque, comme vous l'indiquiez, François, tout à l'heure, Pierre Lescure a remis un rapport très attendu dans la profession et fait un ensemble de propositions qui, pour l'ADEMI, sont plus que satisfaisantes. Donc, je lisais Le Monde qui signalait l'accueil favorable des sociétés d'auteurs et des sociétés d'artistes-interprètes, la SACD, la SACEM, l'ADEMI, face à ces propositions. Oui, la question du numérique se pose depuis plus d'une dizaine d'années sur son impact sur la propriété intellectuelle. Et c'est vrai qu'on a connu depuis la loi d'Asie. Alors la loi d'Asie, ça doit être décembre 2005 ou 2006, donc ça remonte à 4 et 3, 7 ans. Donc on a connu cette année, en particulier dans le quinquennat précédent et à la fin du septennat de Jacques Chirac, une succession de tentatives des pouvoirs publics de trouver des portes de sortie à la question du numérique. Et il faut bien reconnaître que ces 7 années ont été 7 années d'errance absolument incroyable. Quand on se repasse le film dans la tête, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant de voir à quel point, par défaut de méthode, les pouvoirs publics ont perdu du temps. La loi d'Asie mobiliser des énergies absolument incroyables pour finalement aboutir à un texte qui n'a jamais été appliqué. Jamais. La loi de création Internet, plus connue sous le nom Hadopi, c'est deux condamnations, c'est 27 millions d'euros de budget pour aboutir à 2 condamnations. Donc c'est quand même une usine à gaz et un dispositif absolument incroyable. Je dis ça parce que si on revient un peu en arrière sur les problèmes d'impact des technologies sur... Allons surtout en avant. Allons surtout en avant sur la manière dont vous voyez, vous, comment les politiques publiques doivent se dérouler aujourd'hui. Les politiques publiques, c'est justement, c'est assez intéressant de rappeler l'historique. On a perdu quand même 7 années pour rien. Et je voulais quand même dire très rapidement la méthode sur la loi de 85 instaurant le droit voisin et la copie privée. Loi qui, par contre, elle avait été votée à l'unanimité à l'époque, avait fait l'objet d'une concertation de plus de 2 ans et d'une navette parlementaire pendant 1 an libre entre le Sénat et l'Assemblée nationale qui avait abouti à la mise en place d'un dispositif et d'un vote à l'unanimité. Donc ce qu'on attend des pouvoirs publics, c'est justement de la concertation et de la méthode. Donc là, en l'état actuel des choses, la mission Lescure s'est déroulée conformément à ce qu'on peut attendre. Parce que la concertation a eu lieu, y compris les artistes-interprètes, comme qui sont mis à l'écart dans les concertations des pouvoirs publics précédents, ont été entendus, associés à la réflexion. Alors aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est de voir dans quelle mesure la ministre de la Culture et le gouvernement seront en mesure de mettre en œuvre les propositions. Parce que pour l'instant, c'est un rapport. Un rapport, ça n'engage absolument pas le gouvernement. Ce sont des propositions qui sont sur la table. Alors, nous, j'ai fait un petit compte, ce que j'appelle un peu les cercles vertueux sur le mécano, François. Je fais référence à un mécano. Effectivement, en France, on a la chance de disposer de mécanos absolument incroyables qui font qu'effectivement, la culture aujourd'hui française joue un rang, que l'industrie cinématographique est encore au niveau qu'elle peut être aujourd'hui. J'ai fait des petits calculs pour additionner un certain nombre de cercles vertueux. Alors, la rémunération équitable, c'est une licence légale qui est perçue sur les radios, sur tous les lieux sonorisés, et qui est répartie aux ayants droit, et aux producteurs, aux interprètes et aux auteurs.
ça représente quand même 95,2 millions. La taxe sur les billets variétés, c'est-à-dire le CNV, le Centre national de la variété et du jazz, ça représente 23,5 millions d'euros. Le montant de la taxe sur les billets du théâtre privé, ça représente 5,5 millions d'euros. La copie privée, j'en dirai un mot, ça représente 189 millions d'euros. Le CNC, ça représente 744,3 millions d'euros. Quand on additionne l'ensemble de ces différents dispositifs de taxes, de redevances, que moi j'appelle les cercles vertueux et qui irriguent aussi bien le cinéma que la musique, que le spectacle vivant, ça représente quand même un peu plus d'1 milliard d'euros au jour d'aujourd'hui. Donc on mesure l'importance de prendre tous les dispositifs nécessaires pour préserver cet ensemble de mécanos. Et si je rapproche aux autres sources de financement de la culture, ce milliard d'euros est à rapprocher au budget du ministère de la Culture et de la Communication qui doit tourner autour de 4 milliards à peu près. Les dépenses culturelles et collectivités locales qui sont, comme vous le savez, extrêmement importantes, plus importantes, puisque c'est 7 milliards d'euros. L'intermittence du spectacle qui, lui, en soi, est aussi un autre dispositif du mécano qui fait que la culture en France se porte, quoi qu'on en dise plutôt bien, 1,2 milliard. Et le mécénat, c'est à peu près 2 milliards d'euros. Donc vous voyez les cercles vertueux, le mécano côté propriété intellectuelle, ça pèse quand même relativement lourd, aussi bien quand on compare au budget du ministère de la Culture que celui des collectivités locales ou celui du mécénat. La copie privée, c'est ce qui pèse lourd dans le dispositif. Nous sommes ravis de lire dans le rapport à l'ESCUR à quel point celui-ci conforte la copie privée. Je vous rappelle que ce mécanisme, qui est en l'état actuel une redevance qui peut bien devenir une taxe sur les propositions de l'ESCUR, c'est perçu sur des supports vierges et réparti à l'ensemble des endroits, et qu'un quart de ces sommes va à ce qu'on appelle l'action culturelle. Que ce dispositif a été très menacé par les fabricants de matériel qui ont fait toute une série de recours en Conseil d'État et qui ont failli paralyser le mécanisme de la copie privée, et que par ailleurs, à Bruxelles même, le regard qui est porté sur la copie privée d'une manière générale est un petit peu inquiétant. Donc on est à la fois satisfait parce qu'on ne va pas vous dire notre plaisir, le rapport est positif. En même temps, on est extrêmement vigilant, parce que ne serait-ce que les propositions l'ESCUR de transformer la redevance pour copie privée en une taxe, c'est-à-dire un montant qui serait déterminé non plus par la commission administrative, mais par le Parlement, et qui serait après sécurisé sur un compte du ministère de la Culture pour être reversé aux ayants droit, c'est quelque chose qui peut nous inquiéter. On a connu dans le passé des dispositifs de ce type-là qui, finalement, les fonds ont après été déroutés ou affectés à d'autres. Donc on est content, parce que ça va plutôt dans le bon sens. Après 7 ans de galère, on a un document qui est très complet, qui est très intéressant, qui est très construit. C'est vrai, 500 pages, 700 pages avec les annexes. Et c'est un document remarquable, le fruit d'une vraie réflexion, d'une vraie concertation. Maintenant, on attend de voir quel mécanisme le gouvernement va être capable de mettre en place sur ces différents dispositifs. Alors peut-être juste une toute petite question avant de passer la parole à Yann Isabelle. Il y a un projet de taxe, une nouvelle taxe, qui est destinée à la rémunération de la création sur, par exemple, en réalité sur les cartes SIM finalement, tout ce qui est porteur de cartes SIM. Et j'ai envie de vous demander, mais comment vous pensez ça? Parce que vous avez tout à l'heure énoncé quand même une série de sources de financement public, comprenant déjà des taxes affectées. Certaines, vous l'avez dit, étaient remises en question par Bruxelles. Donc est-ce que vous pensez que c'est une bonne piste, et une piste à la fois bonne sur le plan juridique et légitime sur le plan économique? Alors la proposition de l'ESCUR d'instaurer une taxe sur les appareils connectés, donc qui serait dans un premier temps d'1%, si vous allez dans le rapport et que vous regardez la totalité de la proposition, c'est ce qui m'intéresse dans cette démarche. L'idée, c'est de dire que la copie privée telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est menacée d'extinction, pas tant par Bruxelles finalement ou que par les fabricants matériels, que par l'évolution technologique et les usages et les pratiques. Et que donc l'idée, c'est de mettre déjà en place un dispositif qui s'apparente à la copie privée, dont l'ESCUR dit qu'il pourrait y avoir une montée en charge sur ce 1% progressivement et qui viendrait remplacer la copie privée. Donc c'est pas... Alors, le dispositif cohabiterait bien sûr dans un premier temps, c'est pour ça qu'ils ont mis le taux très bas, hein,
Moi, je trouve que c'est plutôt bien. En même temps, bon, on voit les réactions de l'opposition qui effectivement sont très vigilantes sur l'engagement du président de la République. Alors, on n'est pas sûr que l'opposition soit retenue. Le président de la République s'est engagé à ce qu'il n'y ait plus aucune taxe. Donc, c'est quelque part, entre guillemets, une nouvelle toute petite taxe. Mais l'idée est bonne dans le sens que on met en place, moi c'est le mécano qui m'intéresse, on anticipe la fin de la copie privée, on met en place un nouveau mécanisme qui est adapté à l'évolution de nouvelles technologies, qui pourra progressivement monter en puissance au fur et à mesure que la copie privée risque de s'éteindre techniquement parce que les usages sont extrêmement différents. Très bien. Alors, on a deux représentants, le ministère de la Culture d'un côté et le ministère des Affaires étrangères. Tout à l'heure, je parlais de concurrence entre industries culturelles ou des industries culturelles vis-à-vis de l'extérieur. Est-ce qu'il y a une concurrence entre vos deux ministères? Comment vous travaillez? Est-ce que ce sont des politiques qui sont complémentaires? Et, dans le fond, vis-à-vis des industries culturelles, quels sont à la fois vos fondamentaux et vos outils? Alors, d'abord Yann, peut-être, oui, Nicolas. Il se trouve que, contrairement, au contraire, on coopère très, très explicitement tous les deux, en tout cas les deux ministères. Et j'en profite du coup pour un peu présenter, pour dire pourquoi. Le ministère, le département des études du ministère de la Culture est en train en ce moment de faire un travail de recensement précisément des mesures d'intervention publique qui sont mises en place à l'égard des industries culturelles et médiatiques au sens large. D'ailleurs, ce travail a été confié à une équipe universitaire sous le pilotage de Philippe Bouquillon. Et il se trouve que le champ couvert est le champ à la fois national et communautaire, et on inclut aussi dans le champ toutes les aides qui visent à inciter, les aides export pour aller vite. Et donc en fait, nos deux ministères travaillent en partenariat et on a effectivement bénéficié des éléments d'information du ministère des Affaires étrangères pour compléter en fait ce travail. C'est un travail qui est en cours et qui, en fait, d'une certaine manière, se rapproche de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que à l'origine de ce travail, moi je me suis arrivé au ministère, je me suis aperçu qu'on n'avait pas un dispositif qui à un seul endroit recensait l'ensemble des mesures qui viennent en aide aux industries culturelles. C'est-à-dire que je suis arrivé au ministère, je me suis dit, bon voilà, je m'intéresse au cinéma, est-ce qu'il y a un endroit? Alors en fait ça existe plus ou moins, parce qu'en plus Internet depuis maintenant propose beaucoup de dispositifs d'information en fait, pour informer l'internaute là-dessus. Mais là, l'objet du travail qui est en cours et qu'on compte valoriser au courant de l'année 2013, c'est de faire un travail de recensement qui surtout agrège en un seul endroit, sous la forme notamment d'une base de données qu'on aimerait mettre en ligne sur le site du ministère, qui agrège en un seul endroit l'ensemble des mesures. Alors ça va des mesures des dépenses directes de type subvention jusqu'aux mesures réglementaires, fiscales, etc. Voire des labels qui peuvent être attribués à des libraires, par exemple. En tout cas, toutes les mesures qui existent et qui à la fois exportent aussi avec le ministère des Affaires étrangères qui nous a accompagnés, et donc qui vise à présenter et effectivement à montrer la diversité et l'ampleur des mesures, le type de mesures que ça concerne, nous aussi on va dire le stade des filières culturelles concernées, est-ce qu'on est plutôt en amont des filières ou plutôt en aval, sachant que l'ambition sera ensuite d'étendre le champ, éventuellement vers les collectivités territoriales, mais c'est un travail beaucoup plus compliqué, qui elles aussi contribuent beaucoup à aider les industries culturelles et créatives. Et donc, pour répondre à la question de Françoise, effectivement, on a un exemple concret où les deux ministères ont travaillé ensemble pour cela. Juste pour compléter, effectivement, sur ce projet en particulier, on a travaillé ensemble, mais il y a énormément de projets où on collabore avec d'autres directions, la direction des médias et des industries culturelles, la direction des affaires étrangères internationales, évidemment, puisque sur toutes les négociations commerciales, nous travaillons en concertation avec eux, même si le ministère de la Culture est chef de file pour toutes les négociations commerciales au sein de l'Union européenne. Donc il y a un travail de complémentarité et de coordination sur la prise de la position française dans ces instances. Je peux peut-être enchaîner sur le travail un peu transversal que fait le ministère des Affaires étrangères, parce que nous, on est finalement dans une position assez transversale vis-à-vis des autres ministères, et la particularité des industries culturelles et créatives est justement qu'elle a un impact sur un certain nombre, en tout cas elle touche un certain nombre d'autres secteurs, à la fois, en tout cas à l'international, le tourisme, l'économique, le développement, et c'est sur l'ensemble de ces secteurs
que les affaires étrangères interviennent en concertation avec à la fois les opérateurs et les ministères qui sont consacrés à cette thématique. Donc dans le secteur des industries créatives, on intervient... c'est un secteur qui a à la fois pour nous un enjeu de diplomatie d'influence et un enjeu de visibilité et d'image qui explique notre intervention, et à la fois un enjeu économique et une thématique chère actuellement à notre ministère. Je ne reviendrai pas sur les chiffres à l'export de l'industrie culturelle, les difficultés d'ailleurs de quantifier tout ça et de comparer tout ça, mais on essaie en tout cas de faire aussi prendre conscience du poids économique de ces industries et de le renforcer à l'international par le biais d'un travail d'appui aux professionnels. Donc ça concerne les mesures répertoriées dans le cadre du travail d'étude du DEPS, un travail d'appui aux organisations professionnelles telles que le Bureau Export de la musique, Francophonie Diffusion pour le soutien à la diffusion musicale sur les radios dans le monde, Unifrance dans le domaine du cinéma, TVFI pour la vente de programmes télé français dans le monde, le Bureau international de l'édition française pour tout ce qui est édition française. Et on dispose aussi d'un réseau d'agents plus ou moins spécialisés sur la thématique, implantés dans le monde. Alors en général, ils sont spécialisés sur les territoires on a des agents spécialisés dans des secteurs sur les territoires de marché, qui font tout un travail très important pour les professionnels français, qui font tout un travail de veille de marché, en concertation avec d'autres partenaires comme Bifrance, justement, pour aider les professionnels français à s'exporter à l'étranger et à trouver des débouchés. Il y a aussi tout un travail de promotion non commerciale des industries culturelles sur lequel on intervient, notamment par le biais des instituts français dans le monde. On a 161 services culturels et 97 instituts français dans le monde qui ont pour mission de la diffusion et la promotion non commerciale des écrits, des œuvres et des auteurs. Donc l'Institut français intervient donc en complémentarité avec les organisations professionnelles pour promouvoir les œuvres cinématographiques, audiovisuelles et littéraires dans le monde. La question du concept d'industrie créative, parce que c'est un peu là-dessus que vous m'aviez interrogé au départ, et qui est lié à la mondialisation et aux évolutions technologiques qui touchent ces industries créatives, nous a amené à essayer d'adapter un peu nos actions et de travailler de manière beaucoup plus transversale entre les secteurs, d'essayer d'ouvrir nos actions à d'autres champs culturels qui n'étaient pas du tout traités par le ministère des Affaires étrangères et qui ont un impact à la fois en termes de visibilité et en termes économiques, à savoir les secteurs du jeu vidéo, du design, de la mode, de la musique, qui du coup font l'objet d'actions un peu renforcées. On a mis en place des actions de formation des agents. On a essayé d'élargir nos actions de promotion des productions françaises dans ces secteurs, avec l'organisation par exemple d'un focus design à l'occasion de la Biennale du design de Saint-Étienne, où des professionnels étrangers ont été invités pour découvrir les productions de design français. Voilà, donc il y a en termes de politique publique générale chez nous au ministère des Affaires étrangères, il y a en tout cas une volonté d'à la fois s'adapter aux technologies nouvelles pour rendre visible la culture française sur les nouveaux médias. Donc tout un travail de modernisation de nos actions par le financement de plateformes, le financement de festivals en ligne, etc. Et une tentative de travailler un peu plus en transversalité par cette prise de conscience de cette réalité que les industries créatives ont de plus en plus de liens entre elles et de liens avec l'ensemble de l'économie de manière générale. Ça n'empêche pas à notre ministère, ça ne sort pas des objectifs de défense de la diversité culturelle quand même. On est quand même toujours dans une grande vigilance d'essayer de maintenir
une spécificité, de défendre la spécificité des biens et des services culturels dans les échanges commerciaux, et la question de l'élargissement de nos actions à des secteurs qui sont plus en lien avec l'industrie générale ne nous empêche pas de quand même avoir tout un travail de défense de cette spécificité en lien avec les autres ministères. Merci. Alors, peut-être, je vais vous poser en vrac quelques questions les uns aux autres, et puis vous commentez inspiré des quelques mots que vous avez dit, et puis vous y répondrez comme vous le souhaitez. Une première, et c'est plutôt vers Yann d'ailleurs que j'ai envie de me retourner, tu as évoqué toute cette palette d'instruments qui existent et qui est assez considérable, surtout si on rajoute ce qui est fait au niveau des collectivités. Là, il est proposé de rajouter, certaines sont des substitutions, mais pas beaucoup, 80 mesures. Est-ce qu'on n'est pas dans cette espèce de millefeuille qui est difficile à la fois à lire, à évaluer, à comprendre de l'extérieur? Alors avant que tu répondes, je vais te poser toutes mes questions, comme ça permettra de réfléchir et de répondre en vrac. Alors, il y a deux ministères ici, il en manque un. Hein. C'est le ministère des Finances qui, alors je ne sais pas s'il a une politique culturelle ou s'il a une politique anticulturelle, mais en tous les cas, il a une politique vis-à-vis des industries culturelles. Et notamment, il y a un point qui est absolument essentiel, me semble-t-il, c'est toutes les questions qui ont trait à la fiscalité, sur la TVA, notamment sur le numérique, que ce soit la question de l'impôt sur le revenu qui est payé ou pas payé suivant l'établissement, la résidence en quelque sorte de l'établissement, etc. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent et qui aujourd'hui transitent en fait par ce ministère. Alors ça m'amène à ma troisième question. Sur le ministère des Affaires étrangères, c'est vrai que le ministère des Affaires étrangères a une politique culturelle, sans doute. D'abord, elle aussi, elle manque de lisibilité, mais peut-être manque-t-elle de moyens, parce que si j'ai bien compris, il y a quand même une baisse des moyens de l'ensemble des ministères, et en particulier de celui-là, qui se traduit en particulier sur une de ces variables d'ajustement qui s'appelle la culture. Et comment vous travaillez dans ces conditions, et dans le fond, quel est votre budget culturel, voilà, grossièrement. Alors ensuite, peut-être une dernière question qui s'adresse à Jean Pelletier, mais peut-être à vous tous aussi. Passer des industries culturelles aux industries créatives. C'est un joli programme, c'est un programme qui permet d'élargir le champ à la fois académique et d'intervention. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un cheval de Troie contre la politique culturelle? Je m'explique. En élargissant le champ vers des industries qui sont de moins en moins spécifiques, qui sont en fait des industries extrêmement importantes, le tourisme, comme le design, etc., mais en sortant du champ de la culture, est-ce qu'à ce moment-là, on ne questionne pas la notion même d'exception culturelle, dont on voit que justement, elle est questionnée par un certain nombre de gens, et par exemple, dans le cadre, là aussi, contradiction d'intérêt à l'intérieur même de la politique publique, dans le cadre, par exemple, des discussions qu'on a avec l'OMC. Donc voilà, quelques questions, vous n'êtes pas obligé de répondre, vous pouvez faire votre marché. Et Yann, tu veux commencer peut-être? Alors, je répondrai peut-être sur le millefeuille, en précisant que je m'exprime en mon nom. Moi aussi, je suis assez d'accord avec François sur cette idée de millefeuille. En fait, aussi, une des raisons qui m'a poussé à faire ce recensement, c'est qu'en fait, je pense que ça vaut le coup quand même de savoir un peu de quoi on parle. Parce que concrètement, les discussions que je peux avoir en interne ou à l'extérieur sur toutes ces questions-là, je me perçois qu'en fait, que personne, et aucun être humain, en fait, qui sait concrètement quelle est la liste de toutes les mesures qui viennent soutenir les industries culturelles. Et je trouvais que c'était intéressant, et c'est le rôle du département des études notamment, de faire ce recensement qui est en cours pour avoir une idée un peu plus précise, même si effectivement il y a quand même beaucoup de choses qui sont accessibles, notamment sur Internet. Alors sur millefeuille, oui, parce qu'en fait la question derrière, c'est effectivement, et je pense que c'est un sujet assez ancien quand même, c'est qu'effectivement on a toujours le sentiment que les mesures proposées s'empitent sur les autres, sans chercher effectivement à rendre peut-être les choses plus cohérentes. Et même moi en interne, je vois bien que des collègues se retrouvent dans des situations parfois contradictoires entre deux mesures différentes ou pour essayer de rendre les choses plus cohérentes. Donc la question qu'il y a derrière et qui s'inscrit aussi dans une démarche plus générale, c'est effectivement la question de comment tout ça peut mieux fonctionner, et étant donné les frustrations qu'on voit passer nous en interne de la part d'acteurs qui sont sur le terrain et qui sont à la recherche de mesures ou qui veulent connaître les mesures mais qui aussi essaient de les rendre, essaient aussi d'en bénéficier de manière multiple.
Et donc, je suis assez d'accord sur cet aspect millefeuille. D'ailleurs, dans les discussions qu'on peut avoir, effectivement, c'est un sujet qui revient. La question qui est aussi derrière, et qui rejoint aussi les questions de modélisation de l'action publique, c'est la question de l'évaluation de tous ces dispositifs, qui est une question très sensible, mais qui, en tout cas, le point de départ d'une bonne évaluation, c'est effectivement d'avoir un bon recensement des mesures en question. Et la difficulté, c'est qu'il y en a toujours des nouvelles qui effectivement arrivent, ou des modifications de législation qui viennent changer certaines mesures, et donc c'est un travail difficile. Et je pense que ça vaut le coup aussi. La question derrière, c'est aussi celle-là. C'est pas forcément dégrossir le millefeuille, mais c'est de savoir s'il n'y a pas des problèmes de cohérence, même de choses contradictoires entre les objectifs lorsqu'ils sont définis, des mesures qui sont visées, etc. Donc je rejoins assez la métaphore sur le sujet. Bon, j'en dis pas plus pour l'instant. J'ai même d'ailleurs une question complémentaire, un petit peu plus provocatrice peut-être, sur la question des droits d'auteur. Vous savez, on considère toujours que ce sont des compromis, les droits d'auteur, enfin le niveau du droit d'auteur, avec deux dimensions, la durée et le champ. Et en général, dans un compromis, quand on élargit une dimension, on réduit l'autre pour que le compromis continue d'être légitime. Et là, on a l'impression quand même d'une course en avant. Alors je trouve que là-dessus, le rapport Lescure est extrêmement fin et intelligent, mais c'est vrai que 70 années après la mort de l'auteur, franchement, c'est l'éternité à l'heure d'Internet. Donc comment vous voyez cette question-là et comment vous pensez qu'elle a été traitée par Pierre Lescure? Sur la durée des droits. Moi, d'une manière générale, je vais faire le lien aussi avec l'idée du millefeuille et puis de ce que vous qualifiez, François, de la course en avant. Moi, je trouve ça plutôt bien. Alors, c'est compliqué. Hein, on sait que dans le secteur de la culture, on cherche toujours l'homme ou la femme qui connaît bien tous ces guichets. Alors, si vous rajoutez un peu les champs européens, c'est encore pire. En même temps, ce foisonnement et cette multitude, je suis convaincu que c'est ce qui fait que la France continue à occuper une position culturelle importante au niveau international. C'est par la multitude et le foisonnement des dispositifs existants. Donc je pense qu'il faut le préserver, parce que le grand danger quand on... C'est très bien ce que vous faites, Odette, parce que moi je suis comme vous, c'est quand même étonnant de dire qu'il n'y a pas un homme, une femme, y compris dans le milieu spécialisé, qui est capable de faire le panorama complet d'existant. Bon, c'est quand même un manque, donc il faut impérativement trouver une solution, donc c'est très bien. Mais après, il ne faudrait pas tomber dans l'idée, le millefeuille, le foisonnement, simplifions. Parce que alors ça, je veux dire, dès qu'on va dans l'idée de simplification, on va dans l'idée, surtout dans un contexte de crise tel qu'on connaît aujourd'hui, ça veut dire qu'on va élaguer. Donc il faut être prudent. Donc moi, j'encourage le foisonnement. Je trouve que cette addition, y compris s'il y a quelquefois de temps en temps des mesures contradictoires, c'est pas très grave, c'est ce qui fait que les petites compagnies, les artistes, que tout ce vivier extraordinaire que le monde entier nous envie, a réussi à construire un tissu culturel extrêmement dense qui va des pratiques amateurs jusqu'aux pratiques professionnelles. Et ça, je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus et le préserver. Sur la durée des droits, évidemment, moi je représente la DANI, on a une société, effectivement, évidemment qu'on défend. Dans l'évolution, par exemple, du contrat d'auteur, ce qui est évoqué dans le rapport, il y a quand même des pistes un peu indirectes qui sont apportées, par exemple sur l'idée d'exploitation permanente et suivie. Et quand l'exploitation permanente et suivie n'est pas effective, alors il peut y avoir une mise en question non pas de la durée des droits d'auteur à proprement parler, mais au moins du contrat de cession de droit d'auteur. Donc on voit quand même des petites pistes pour essayer d'aménager un droit qui est sans doute un peu rigide, parce que ça constitue un peu un dogme. Oui, il est rigide, et c'est un dogme. Il a mis 200 ans à se construire au niveau national et international. On ne va pas rappeler ici les différentes étapes. Donc c'était quand même des batailles. Ça s'est quand même pas fait tout seul, je veux dire. Ça a pris du temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'intelligence. Donc effectivement, maintenant, c'est un dispositif qui peut paraître un peu lourd et un peu rigide, sur lequel il faudra probablement, à la marge, aménager un certain nombre de choses. En même temps, si vous prenez l'idée des chanteurs, si je vous l'exemple de Lino Renaud, dire que tout ce que Lino Renaud a chanté quand il était jeune tombe dans le domaine public, elle perd tous ses droits.
Bon, c'est une question qui se posait quand même, qu'il fallait bien régler, parce que l'allongement de la durée de vie, ça ne concerne pas simplement le problème de retraite, hein. Ça concerne aussi le problème des droits des artistes qui commencent une carrière très jeune et qui vivent très vieux, et qu'à un moment donné, on ne voit pas pourquoi leur travail peut tomber dans le domaine public, être exploité par des producteurs privés, et sur lequel ils n'auraient aucune rémunération. D'autant plus que les artistes vieillissants, souvent, sont des artistes qui sont dans des situations financières pas toujours faciles, hein. On a toujours ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, mais il y en a d'autres. Donc moi je pense que c'est important, l'allongement de la durée. Oui, pour répondre sur la question des moyens, effectivement, nos moyens sont en baisse et nous sommes victimes. La première victime dans la direction culturelle, c'est vraiment une lutte permanente hein, pour défendre nos moyens. Je serais incapable de vous dire quel est notre budget global consacré à notre politique culturelle, mais je sais qu'il est faible et qu'il est en baisse et qu'on est malheureusement obligé de réduire nos financements à nos principaux partenaires à l'export, et c'est vraiment voilà, notre travail quotidien en interne de défendre le poids, l'importance de la culture. Là, notre stratégie en interne, c'est vraiment, on est dans une enveloppe à devoir se partager, c'est de défendre justement le poids économique, puisqu'on est vraiment là dans une mise en avant de la diplomatie économique, et la culture peut vraiment avoir un rôle, mais il faut vraiment pas mettre de côté toute la dimension du développement culturel qui est aussi une partie de notre action. Et les solutions contre... Après, il y a aussi tout le réseau, il y a aussi des moyens humains qui sont importants, qui sont en baisse également, mais qu'on essaie, c'est pour ça que je parlais de travail transversal, on essaie d'avoir des opérations qu'on appelle des opérations à 360 degrés, qui permettent d'associer en une opération l'ensemble des services d'une ambassade, qui permettent donc avec un événement de pouvoir engendrer de la coopération universitaire, de la coopération économique, de la coopération culturelle, pour voilà, mutualiser les moyens. On essaie de trouver des solutions pour que... et en général, c'est plutôt positif et plutôt des méthodes innovantes qui sont plutôt bien, finalement. Voilà. Merci. Alors, il nous reste un petit quart d'heure, hein, c'est ça tu nous autorises 5 minutes de plus. Donc, peut-être il y a des questions dans la salle, sûrement. Bonjour, mon nom est Gilles Bonobo. J'aimerais avoir votre commentaire. Vous savez, il y a un projet de traité de libre-échange entre le Canada et la France. On peine à y arriver. Je crois qu'il y a des questions sur l'exception culturelle. Et on parle maintenant d'un traité de libre-échange avec les États-Unis. J'aimerais connaître un peu le sentiment du côté français de cette possibilité à la fois de compléter le traité de libre-échange avec le Canada et d'entamer des discussions qui pourront être longues, je ne sais pas, avec les États-Unis dans le domaine culturel. Je rappellerai simplement qu'il y a une convention pour la diversité culturelle qui a été adoptée à l'UNESCO. C'est une bataille récente, hein. Je crois que ça date, le document a été signé à 5 ou 6 ans. Il a fallu mobiliser beaucoup d'énergie, ce sont des coalitions. Je suis membre de la coalition de la diversité culturelle française. C'est le Canada et la France, justement, à l'initiative. Oui, le Québec et la France, qui ont été les fers de lance de la mise en place de ces coalitions. Maintenant, ces coalitions existent dans de nombreux pays, il y a des groupements à l'échelle du continent, etc. Et ça aboutit quand même à la signature de ce document à l'UNESCO, qui est donc extrêmement important, qui réaffirme que les biens culturels ne sont pas des biens et services marchands comme les autres, et que donc il est hors de question, dans les négociations internationales de libre-échange, on puisse les traiter de la même manière. Donc, dans les négociations, alors ces négociations qu'elle vous fait référence sont entre guillemets un peu mystérieuses, puisqu'on a très peu d'informations. Je crois savoir que François Hollande a fait un courrier à la Commission pour justement, comme Nicolas Sarkozy l'avait fait aussi en son temps, c'est récurrent cette histoire, ça revient par vague, hein, pour bien attirer l'attention sur la nécessité que les négociations entre l'Europe, le Canada et les États-Unis prennent bien en compte la convention que la culture européenne a signée aussi en tant que telle. Hein. Mais, comment vous dire,
c'est des victoires, tout ça, et en même temps, on a le sentiment qu'on ne peut pas se reposer une seconde, parce qu'on s'aperçoit que même ce document juridique existant au niveau international, on ne peut pas rester chez soi. Il faut être vigilant à chaque instant, parce que la menace, elle est permanente. Donc, notre position, voilà, c'est de continuer à se battre pour rappeler que cette convention existe et qu'il est hors de question qu'on remette en cause les dispositifs existants qui assurent cette diversité culturelle, et dont la France est particulièrement exemplaire. Peut-être pour compléter, dans votre sens, tout à fait dans votre sens, le ministère de la étrangère qui participe de loin à ces négociations, puisque c'est quand même les services de Bercy qui sont chefs de file, rappellent régulièrement cet article 21 de la Convention de l'UNESCO 2005 qui offre la possibilité, en parallèle des négociations commerciales, de signer des accords de coopération culturelle, ce qu'on a fait avec le Canada, l'Amérique centrale, l'Inde et Singapour. Et on a, en 2009, en collaboration avec le ministère de la Culture et Bercy, émis une communication pour une nouvelle stratégie culturelle extérieure de l'Union européenne qui rappelle ce principe, qui rappelle que l'Union européenne a signé la Convention et qui revendique un certain nombre de principes, à la fois la ratification préalable de cette Convention chez notre pays partenaire, l'élargissement des cadres de coopération culturelle aux autres secteurs culturels et pas uniquement audiovisuels. Donc là, la question de la définition est importante aussi. Un corpus minimal de règles en matière de droits d'auteur et de droits voisins. Un traitement préférentiel accordé uniquement pour les pays où les industries culturelles sont en développement. Donc il y a un certain nombre de règles qu'on s'est fixées entre ministères pour mener ces négociations. Et sur la négociation UE-États-Unis, effectivement, on est très actifs parce qu'il y a des très gros enjeux et on ne comprend pas que l'Union européenne n'ait pas conscience des enjeux pour l'industrie culturelle. Merci. Alors d'autres questions? Mais c'est vrai que comme les biens culturels ne sont pas des biens comme les autres, du coup ils sont une bonne monnaie d'échange pour le commerce international sans doute. Donc c'est vrai qu'il y a des enjeux stratégiques qui dépassent largement la culture et qui la mettent une fois de plus en concurrence avec les autres industries culturelles. Pierre? Mais moi, je voudrais revenir sur la question de Françoise Benamou, à laquelle il me semble que vous n'avez pas totalement répondu, qui est celle de savoir si les industries créatives, c'est le cheval de Troie des industries culturelles. Et je prolongerais même peut-être un peu la question en demandant si le verre n'était pas dans le fruit, dans le passage, je ne veux pas remonter aux vieilles lunes, mais quand même de l'exception à la diversité. Oui, je vous remercie de signaler cette évolution sémantique. C'est vrai qu'on a été un certain nombre à s'en remettre, parce qu'à un moment, il faut faire des compromis. Mais la sémantique, par définition, c'est porteur de sens. C'est encore un autre terrain sur lequel il faut que les acteurs culturels exercent la plus grande vigilance. Parce qu'en même temps, c'est des terrains compliqués, parce que moi, je suis par nature intellectuellement ouvert et porté à la dialectique. Donc, je me méfie de tous les conformismes et de tous les blocages qui tiennent à l'éducation, qui tiennent à l'âge, etc. Donc, l'industrie créative, je ne peux pas me permettre intellectuellement de rejeter ce pas. Je trouve intéressant, François, vous citiez le design, que le design fasse partie des industries culturelles. J'ai 60 ans, donc j'ai mesuré le parcours. À 81, enfin, les années longues ont été des années extraordinaires parce qu'on a mesuré à quel point on a étendu le champ culturel à des disciplines qui moi, quand j'avais 20 ans, n'étaient pas reconnues du tout. Donc on aille au-delà, ça me paraît plutôt intéressant. En même temps, effectivement, je vous accorde qu'il faut être vigilant parce que ce n'est pas une manière d'introduire un cheval de Troie qui pourrait effectivement menacer les fondamentaux, parce que je vois bien les fondamentaux. Et c'est pas facile. Oui, parce qu'il y a deux ordres de distinction, c'est-à-dire que du temps de l'ordre, l'extension allait peut-être dans le même domaine, par exemple la musique, vers des formes qui étaient plus supposées populaires. Tandis qu'ici, on étend de manière horizontale, en quelque sorte, et non pas verticale. Et c'est vrai que cette extension, elle peut être gigantesque, parce que de la culture, il y en a justement partout.
Et donc on est dans cette tension entre la volonté peut-être de resserrer le champ pour bien délimiter ce qui a droit à des mesures réputées exceptionnelles, et puis l'étendre pour des raisons, pour montrer l'importance de la culture, etc. Et on est dans cette tension permanente et qui est quand même très difficile à gérer. Et en particulier, on voit bien par exemple dans tous les débats sur le patrimoine. Hein, quand on parle de patrimoine, on se met à parler de tourisme, etc. Et donc on sort d'une certaine manière du champ culturel. Oui, en même temps, là, vous faites allusion, François, à quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que les rapports qui sont noués, j'ai travaillé de nombreuses années en ingénierie culturelle et tourisme culturel, la dialectique qui s'est installée entre le développement culturel et le développement touristique a été, c'est pas un bel exemple, tout à fait bénéfique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que les gens qui faisaient du développement touristique, que voilà, si ça ne marchait plus, il fallait du contenu. Donc ils se sont intéressés effectivement au développement du patrimoine, des musées, des expositions, et que la culture, de son côté, a été bénéficiaire, parce que demanderesse de subventions et d'aides, à un moment donné, elle a été capable d'argumenter vis-à-vis de la puissance publique dans ces demandes de subventions sur le fait que, certes, il y avait des subventions, mais que, par ailleurs, ces subventions se transformaient en création d'emplois. Enfin, bon, j'ai pris un cours là-dessus dans l'économie du patrimoine, je montre comment, quand on rentre de l'argent, comment ça se retransforme. Donc, c'est quand même celui-là est quand même un exemple qui prouve que il ne faut pas qu'on se ferme non plus. Alors, je comprends la tension. La tension est forte parce qu'à un moment, on a atteint un point que j'avais connu. On vous disait, le ministère de la Culture a connu son premier budget en difficulté. Donc il y a une baisse des aides. Les collectivités, on voit partout. Donc c'est sûr que la tentation, c'est de peut-être définir le précaré. En même temps, il ne faut pas perdre de vue que toutes les ouvertures qui sont faites à un moment donné ont été aussi bénéficiaires dans l'idée que la culture, c'était aussi une économie, et que le subventionnement, c'était pas l'argent qui tombait comme ça dans le rien. C'est la même question avec les intermittents du spectacle. Donc, peut-être une ou deux dernières questions, ou c'est Si on peut... D'abord, merci de vos échanges, je le trouve passionnant. Peut-être pour poursuivre sur la question des industries créatives, comment cette question a-t-elle été perçue par le ministère de la Culture, en particulier lorsque, au sein d'Eurostat, elle s'est posée, lorsqu'il a fallu redéfinir le champ culturel statistique européen? Et puis peut-être une seconde question aussi sur l'organisation dans vos institutions respectives des actions. Est-elle pensée toujours en termes de filières industrielles, avec des actions dirigées vers la musique, vers le livre, vers des filières précises? Ou y a-t-il par ailleurs des actions qui essaient de penser à la transversalité, en particulier sous l'impulsion du développement du numérique? Alors sur la question de Philippe sur le champ, en fait ça rejoint le cheval de Troie, ce qu'on vient de dire. Très concrètement, effectivement, l'intention c'est bien celle de garder sa spécificité et en même temps d'être le plus gros possible et le plus fort possible. Enfin, je simplifie, mais c'est quand même ça l'enjeu. Donc effectivement, il y a eu alors moi je l'ai suivi très concrètement puisque ma collègue de bureau, en partage de bureau, elle a participé pendant 2 ans à un travail avec un réseau qui s'appelle ESSnet Culture, qui a été mis en place par la Commission européenne sous les auspices d'Eurostat, qui visait précisément, parmi d'autres groupes de travail, à préciser au niveau communautaire un champ précis des industries culturelles et créatives. Alors je ne sais plus si l'intitulé c'est industrie créative ou industrie culturelle, je crois que c'est culturel. Ça s'appelle secteur culturel. Oui. Et donc, ma collègue revenait épuisée de ces réunions à Luxembourg parce que effectivement, chaque pays avait conscience de cette tension. C'est-à-dire, d'un côté, il faut qu'on préserve la spécificité des industries culturelles parce que c'est une stratégie. Et parallèlement, une autre stratégie consiste aussi à dire qu'on est les plus gros possibles, les plus gros. On a un poids dans l'économie. On pourrait revenir ensuite sur l'argumentaire, mais l'idée c'est bien celle-là, c'est qu'effectivement on a un champ contraint. Et ce champ, il a été validé par les autorités statistiques au niveau européen, il a été validé par l'autorité statistique au niveau français, par le CNIS qui a fait un avis au mois de janvier, qui a publié un avis qui dit explicitement que pour tous les travaux futurs de description de manière statistique des activités économiques culturelles, on devra retenir ce champ qui a été spécifié par l'ensemble des pays, qui a un énorme travail de consensus entre tous les pays.
Ce sera aussi sur cette base-là que les questions d'évaluation de politique publique aussi seront fondées. Donc effectivement, mon attention rejoint le cheval de Troie, c'est exactement ça. C'est que d'un côté, il faut être fort, et à mon avis, l'historique des industries créatives, c'est ça aussi. C'est se rapprocher d'industries plus industrielles pour être à la fois plus fashion, entre guillemets, et effectivement plus fort économiquement. Mais l'attention est toujours là, en termes de cheval de Troie, est-ce que ça peut impliquer? D'ailleurs, il faut rappeler que le concept même d'industrie créative a été en fait introduit par les Anglais, ce qui n'est pas du tout un hasard dans l'histoire des politiques culturelles européennes et même des concepts qui sous-tendent ces politiques. Juste sur le concept d'industrie créative, l'avantage pour l'instant, c'est qu'il n'est pas vraiment encore défini et qu'on est encore sur une définition très floue, ce qui nous permet de jouer avec ça dans les négociations et de faire encore du cas par cas. Donc restons sur ce flou pour l'instant qui nous arrange, parce qu'effectivement, ça nous arrange de pouvoir valoriser ce poids, et en même temps, on a besoin de défendre cette spécificité. Pour répondre à la question de la façon dont on travaille, justement, ce que je disais, la force des choses et le peu de moyens font qu'on travaille de plus en plus de manière transversale. Mais je trouve quand même que le travail par filière reste encore très dominant. Ouais, voilà. Mais on essaie, mais plus par manque de moyens et parce que les personnels deviennent les mêmes, en fait, de faire des liens entre les différentes industries. Oui, je voulais dire un mot sur la transversalité. C'est aussi un bon sujet, mais il faut savoir que en France, la culture, elle est vraiment organisée par filière. Alors moi, dans le secteur où je suis, c'est encore plus net. Hein. Vous savez bien que l'ENI, si on regarde l'action artistique, la transversalité, elle n'existe pas. Alors elle existe quelquefois dans des opérations d'accompagnement, comme il y a plusieurs, je pense au FIPA par exemple, Festival international des programmes audiovisuels de Biarritz, magnifique festival, il est co-géré par la ProSirep, la SSM, la SSCD et la LEMI. Donc il y a quand même des opérations. La crise, probablement, un des rares intérêts de la crise et de la baisse des subventions, c'est effectivement, ça pousse aussi, vous l'avez très bien expliqué, à l'imagination et donc à trouver des... Et en France, il y a quand même il y a beaucoup de ressorts de ce côté-là. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, là, parce que la crise va s'aggraver, parce que les baisses vont continuer. Actuellement, on est dans un tendanciel qui est assez tragique, quand même. Et que si ça dure encore quelques années, je ne sais pas ce que le tissu culturel français va impacter. Mais ici, on est à la Cité du cinéma. J'ai peut-être une dernière question sur justement le cinéma, qui s'adresse aussi bien à vous trois qu'à la salle, d'ailleurs, ou certains dans la salle. Il y a eu un débat quand même assez dur, et qui n'est pas achevé, sur le budget du CNC, et qui mettait d'un côté le budget du CNC, je ne parle pas du débat sur les salaires des stars, mais le budget du CNC d'un côté, et cette baisse donc, du budget de la culture, et l'idée que pourraient peut-être être mis en place des mécanismes de solidarité à l'intérieur des filières culturelles, du point de vue de la politique culturelle, c'est-à-dire pourquoi certaines taxes ne pourraient pas bénéficier non seulement au secteur du cinéma, mais à des secteurs qui eux aussi souffrent de la concurrence du numérique, par exemple le livre, la musique. Et il y a eu quand même là un tir de barrage, me semble-t-il, du monde du cinéma, qui montre quand même que les transversalités, elles existent peu au niveau de la politique culturelle, mais elles existent aussi peu parce que cette politique culturelle, elle est pour partie portée par des ayants droit, si je puis dire, de la politique culturelle, qui chacun défendent leur précaré. Est-ce qu'on peut sortir quand même de cela par le haut, à la faveur des réflexions qui sont menées aujourd'hui, que ce soit celles du ministère, que nous a expliqué Yann, ou celles de commissions comme celle qu'a menée Pierre Lescure. Voilà, donc c'est une question que je pose. Ou alors, il y a peut-être des réponses, des envies d'intervenir. Alexis. Pas pour répondre à cette question, mais pour poser la question au ministère des Affaires étrangères sur la place de la coopération décentralisée dans la mise en œuvre de la politique publique culturelle française, et partager une inquiétude par rapport aux moyens qui sont en baisse
et qui sont perçus au Sud comme peut-être une autre forme de faiblesse dans les discussions internationales, parce que très souvent on compte sur certaines puissances pour défendre certaines idées, alors que les moyens sont de plus en plus faibles et les ressources s'amenuisent. Est-ce que ça ne fait pas en même temps une perte de poids dans le discours international et qui pourrait faire basculer un peu certaines positions jusque-là défendues? On voit présentement chez nous la montée donc de la Chine, avec les instituts, la mise en place donc des centres culturels chinois. Et à l'inverse, les instituts français se restructurent, se ferment. Voilà. Est-ce que cette inquiétude qu'on a au Sud, vous la percevez comme une inquiétude ou bien comme un comportement juste face à la crise financière? Effectivement, les moyens pour l'aide au développement dans le domaine culturel sont en baisse. On avait un grand nombre de ce qu'on appelait des fonds de solidarité prioritaires et la fermeture des instituts. Ça a commencé déjà le quinquennat précédent. Effectivement. Et là, on est sur des baisses de fonds de solidarité prioritaires qui étaient vraiment ciblés sur des secteurs stratégiques par pays. Donc, on ne peut pas nier ça, et on est face à une réalité, on est obligé de s'adapter, on met en place une stratégie géographique par secteur, et effectivement, on peut constater le poids grandissant de la Chine, mais qui je pense pas constitue une si grande baisse d'influence de la France et de la francophonie dans nos pays partenaires pour l'instant. Il faut voir où ça nous mène, mais il y a effectivement une baisse de moyens que je ne peux pas contester. On va peut-être... François, oui. Si vous voulez que je réponde. Ah, volontiers. C'était un peu pour vous. Bonjour, François Hurard du ministère de la Culture. Oui, la question de Françoise Benamou sur effectivement ce principe éventuel de solidarité à partir de mécanismes existants qui, en cas de bonne fortune, puisque c'est le cas actuel de la tendance de la perception de la taxe du CNC qui a été étendue donc sous l'appellation bien technocratique TSTD aux fournisseurs d'accès à Internet, donc sous une forme assez moderne, depuis 4 ans maintenant, donc c'est très récent. Cette taxe a un rendement qui est très supérieur aux prévisions qui avaient été faites par les économistes au moment où elle a été instituée. Et donc, elle a subi pas mal de convoitises, évidemment, dans un contexte budgétaire contraint.